L'infirmière chantait doucement pour le vieil homme, ignorant que le fils de son millionnaire l'observait et changeait sa vie. Chambre 208, Monsieur Raymond. Ne vous attendez pas à une réponse, dit l'infirmière sans lever les yeux. Il n'a pas parlé depuis des mois. Ses constantes sont stables, mais il n'est plus là. Judy hocha doucement la tête et resserra son cardigan autour de ses épaules. Le couloir de l'hôpital sentait le désinfectant et la pluie, une odeur forte, froide et légèrement métallique. Le tonnerre grondait dehors lorsqu'elle poussa la porte de la chambre faiblement éclairée. À l'intérieur, l'air semblait plus lourd. Monsieur Raymond était allongé, immobile dans le lit près de la fenêtre, le visage légèrement penché. C'était un homme d'un certain âge, la fin des années 70, peut-être le début des années 80, avec d'épais cheveux argentés et des rides profondes qui descendaient de ses tempes jusqu'à son menton. Ses yeux étaient ouverts, ternes, fixant le vide. Ni le plafond, ni elle, ni la pluie qui ruisselait sur la fenêtre, juste le vide. Judy resta immobile un instant. Elle avait 24 ans, était blonde et mesurait à peine plus d'1,50 m. Sa vie était bien loin des chambres d'hôpital stériles et des patients silencieux. Moins de 2 ans auparavant, elle chantait dans des salons enfumés et des bars de jazz, sa voix portant par-dessus les verres qui trinquaient les conversations murmurées. Maintenant, elle travaillait de nuit comme aide-soignante, sa musique rangée comme un jouet d'enfant avec lequel elle n'avait plus le temps de jouer. Elle s'approcha du lit et tendit doucement la main, la posant sur celle de Monsieur Raymond. Sa peau était froide. « Vous ne m'entendez probablement pas, murmura-t-elle d'une voix tremblante. Mais je chantais autrefois. Mon père disait que ça aidait à se sentir moins seul. » Elle marqua une pause, son regard scrutant son visage immobile. Les moniteurs bipaient sans interruption derrière elle, sans la déranger. Sans réfléchir, elle s'assit sur une chaise près du lit, se pencha légèrement en avant et, après une profonde inspiration, se mit à chanter. Souriez, même si votre cœur vous fait mal. Sourire, même brisé. Sa voix était douce, tremblante, mais chaleureuse. Les mots flottaient doucement dans le silence, emplissant les recoins de la pièce. Elle continuait de chanter, sa voix devenant plus assurée à chaque note, même si des larmes lui piquaient les yeux. À l'extérieur de la pièce, quelqu'un marqua une pause. Logan Raymond, la trentaine, se tenait figé juste derrière la porte. Il était rentré à l'hôpital après les heures d'ouverture, discrètement comme toujours. Le personnel le savait, riche, puissant, intouchable, le fils du grand Henri Raymond, mais il savait aussi qu'il ne fallait pas s'attendre à de la chaleur de sa part. Logan gardait ses distances. Il payait les factures, signait les autorisations et évitait le reste. Il n'avait pas prévu de venir si tard. Il ne s'arrêtait que pour déposer des papiers, peut-être jeter un coup d'œil, comme il le faisait parfois, jamais longtemps, jamais à l'intérieur. Mais ce soir-là, quelque chose le stoppa net. Une voix, ni forte, ni ostentatoire, mais d'une beauté douloureuse dans sa crudité. Il s'approcha juste assez pour regarder à travers l'étroite fente entre la porte et le chambranle. Son regard la trouva, une fille aux cheveux couleur blé d'été, chantant pour son père inconscient comme s'il comptait, comme s'il était toujours là, quelqu'un qui méritait qu'on lui chante. Logan déglutit difficilement. Son père avait été musicien autrefois, un violoniste à la renommée discrète et à la discipline intransigeante. Leur maison avait toujours été remplie de sons, mais pas toujours chaleureuse. Après la mort de sa mère, Logan et son père avaient dérivé sur des orbites séparées, le silence mutuel devenant leur accord tacite. Maintenant, cette fille, une étrangère, faisait ce que Logan n'osait jamais, l'atteindre. Judy continua la chanson, inconsciente de l'homme qui l'observait depuis le couloir. Tu découvriras que la vie vaut encore la peine si tu souris. Elle laissa la dernière note s'attarder, les yeux fermés, puis expira lentement. Le silence revint, d'une manière ou d'une autre, plus profond après la fin de la chanson. Elle baissa les yeux vers le visage de Monsieur Raymond. Rien. Toujours vide, toujours silencieux. Elle lui serra doucement la main, lui adressa un petit sourire et resta dehors. Logan recula, se fondant dans l'ombre au moment où la porte s'ouvrit. Judy ne le vit pas lorsqu'elle s'engagea dans le couloir, ses chaussures chuchotant sur le carrelage. Il resta là 1 minute de plus avant d'entrer enfin dans la pièce. Son père n'avait pas bougé, pas un battement d'œil, pas une respiration anormale, et pourtant l'air semblait différent, plus chaud, plus léger. Logan était assis sur la même chaise que Judy venait de quitter et fixait l'homme qu'il avait passé la majeure partie de sa vie à méconnaître. « Je ne sais pas qui elle est » murmura-t-il.
Mais elle a vu en toi quelque chose que j'ai arrêté de voir depuis longtemps. La pluie claquait doucement sur les vitres, comme au rythme d'une chanson qui n'avait pas vraiment fini, et pour la première fois depuis des années, Logan resta. Avant les chambres d'hôpital et les gardes de nuit, Judy vivait pour la musique. À 21 ans, sa voix était devenue une sonorité familière dans les salons de jazz nichés dans les recoins oubliés de la ville. Elle chantait avec une chaleur qui persistait longtemps après la dernière note, une voix capable de faire taire une pièce sans effort. Son rendez-vous habituel était un club à la lumière tamisée appelé Velvet Moon, où les habitués arrivaient au juste pour être plus près de la scène. Elle n'a jamais recherché la célébrité. Judy ne voulait que des chansons qui avaient du sens. Et pendant un temps, cela lui a suffi. Puis est arrivé Darren. Il était charmant, plus âgé, et connaissait le milieu. Du moins, c'est ce qu'il disait. Il est devenu son manager, son petit ami, tout pour elle. Il lui a promis des concerts, des enregistrements de démos, un avenir. Elle l'a cru jusqu'au soir de sa disparition. Elle est rentrée dans un appartement vide. Pas de valise, pas de mots, juste son compte en banque vidé et sa guitare disparue. Toutes ses économies ont disparu. Son monde s'est effondré dans le silence. Plus de musique, plus de scènes, juste des questions et des loyers impayés. Elle a disparu de la scène comme une mélodie laissée sans réponse. Aider quelqu'un n'était pas prévu. Tout a commencé comme une tentative désespérée de survie. Un voisin travaillait dans une agence de placement et lui a trouvé un emploi dans un service de soins palliatifs. Une semaine s'est transformée en 2, puis en mois. Elle ne parlait pas de son passé et personne ne lui posait de questions. En blouse et queue de cheval, elle n'était qu'une fille tranquille comme les autres, accomplissant le dur labeur dont personne ne voulait. Elle n'avait jamais chanté avant Monsieur Raymond. Quelque chose dans sa façon d'être allongé là, silencieux et seul, lui rappelait son père. Il était décédé dans une chambre d'hôpital comme celle-ci. Lumière fluorescente, odeur d'antiseptique et le bip continu d'un moniteur cardiaque. Elle n'était pas arrivée à temps pour lui dire au revoir. Ce souvenir ne l'a jamais quitté. Alors, lorsqu'elle a vu Monsieur Raymond pour la première fois, quelque chose a remué en elle. Il semblait si lointain, si loin d'ici, comme quelqu'un qui dérive vers la mer. Et sans réfléchir, elle a chanté, souriez, même si votre cœur vous fait mal. Ce n'était pas une performance. Ce n'était pas une répétition. Sa voix était douce, incertaine, mais chaque note tirait quelque chose de plus profond de son âme. Pas pour les applaudissements, pas pour l'approbation, juste pour lui. Elle chantait comme si elle tendait la main au-dessus d'un vide sombre et silencieux, espérant que, où qu'il soit, il l'entendrait. À la fin de la chanson, elle ne s'attendait pas à une réaction. Et elle n'en eut aucune. Mais pour la première fois depuis des années, elle sentit que sa voix comptait à nouveau. Elle reprit sa tournée, plus calme qu'avant, mais avec une étrange légèreté dans la poitrine. Elle ne pouvait l'expliquer, juste que, d'une certaine manière, elle avait chanté non pas pour être entendue, mais pour être présente, pour offrir quelque chose de beau dans un espace qui avait oublié la beauté. Et cela suffisait. Ce que Judy ignorait, c'est que quelqu'un d'autre l'avait entendue. Quelqu'un qui non seulement l'avait écoutée, mais qui n'oublierait jamais. Logan Raymond avait 33 ans et, sur le papier, il avait tout. Il avait tout. L'égalité d'accès à l'emploi d'une entreprise technologique en pleine expansion, un pantouse avec vue sur les gratte-ciel, des costumes sur mesure et un agenda rempli des mois à l'avance. C'était le genre d'homme qui parlait par points, concluait des accords d'une simple poignée de main et ne pleurait jamais, pas même aux funérailles de sa mère. Il avait érigé des murs si hauts que même lui en oubliait ce qu'il essayait de repousser. En grandissant, l'univers de Logan était empli de musique, mais pas de chaleur. Son père, Henry Raymond, était un violoniste célèbre qui parcourait les continents. Pendant que les autres enfants allaient à l'entraînement de foot avec leur père, Logan restait seul à la maison avec des partitions et des questions sans réponse. Sa mère avait essayé de combler le fossé. Elle lui chantait des chansons, lui apprenait à fredonner des berceuses composées par son père et lui murmurait « Il t'aime », mais il ne sait pas comment le montrer. Mais lorsqu'elle mourut subitement d'un AVC, Logan n'avait que 12 ans, et le lien qui unissait père et fils se rompit net. Henry revint d'une tournée européenne avec 2 jours de retard pour les funérailles. Logan ne le lui pardonna jamais. Au fil des ans, ils se parlèrent de moins en moins, jusqu'à ce que le silence devienne leur seul point commun. Quand Henry s'effondra d'un AVC il y a près d'1 an, Logan s'occupa de tout. L'hôpital privé, les formalités administratives,
l'établissement de soins haut de gamme. Mais il ne mit jamais les pieds dans la chambre. Pas une seule fois. Il se dit que c'était parce qu'il n'avait plus rien à dire. Mais ce soir-là, en passant devant la chambre 208, il l'entendit. Cette voix. Il ne connaissait pas la jeune fille, il avait juste aperçu des cheveux blonds et des traits doux à travers la porte entr'ouverte. Mais sa voix, elle le transperça. Non pas parce qu'elle était belle, mais parce qu'elle lui était familière. Elle chantait Smile, la chanson préférée de sa mère. Celle qu'elle fredonnait quand Logan n'arrivait pas à dormir. Celle qu'Henry jouait au violon une seule fois des années auparavant, la veille de sa dernière tournée. Logan n'avait pas entendu cette chanson depuis plus de 20 ans. Mais maintenant, l'entendant dans le noir, chanter avec une telle douceur à un homme qui n'avait pas parlé depuis des mois, quelque chose se déchaîna en lui. Il resta dans le couloir longtemps après la fin de la chanson, fixant la porte qu'il avait évitée pendant près d'1 an. Cette nuit-là, il ne put dormir. Le lendemain soir, il revint. Il n'entra toujours pas, mais il resta planté là, les mains dans les poches de son manteau, écoutant la jeune fille, Judy, apprendrait-il plus tard, chanter doucement, inconsciente de son public. Et pour la première fois depuis 10 ans, Logan s'autorisa à ressentir le chagrin, la culpabilité, et la plus petite étincelle de quelque chose qu'il avait enfoui depuis longtemps, l'espoir que tout n'était peut-être pas perdu entre lui et son père. La nuit suivante, il apporta une chaise du bout du couloir et s'assit devant la porte. Il ne dit pas un mot. Il écouta simplement la voix, le silence, les battements de son cœur. Et lorsque Judy chanta à nouveau, sourire, Logan ferma les yeux. Il pouvait presque entendre le violon, presque entendre le rire de sa mère, presque sentir quelque chose fondre dans l'espace gelé qu'il appelait autrefois un cœur. Et pour la première fois de sa vie d'adulte, Logan resta. Pendant la semaine suivante, Logan vint au centre de soins tous les soirs juste avant 21h. Il n'entra jamais dans la chambre 208. Il se tint à quelques pas de la porte, adossé au mur, les bras croisés, les yeux fermés, à l'écoute. Le premier soir, Logan arriva. Chaque soir, Judy chantait quelque chose de différent, des standards de jazz doux, de vieilles ballades, parfois en fredonnant simplement une berceuse qu'il ne pouvait nommer mais dont il se souvenait. Sa voix n'était jamais forte, jamais polie comme celle d'un interprète. Elle était brute, chaude et doucement douloureuse. Elle lui rappelait la pluie qui claquait aux fenêtres, le crépitement de la cheminée, son foyer, non pas le manoir où il avait grandi, mais celui qu'il aurait aimé voir exister. Elle ne l'avait jamais vu, du moins le pensait-il. Un soir, Logan arriva plus tard que d'habitude. Il entra dans le couloir au moment même où Judy déposait une couverture sur Monsieur Raymond et lui murmurait « Bonne nuit ». Lorsqu'elle se retourna, elle s'arrêta brusquement. Ils se figèrent tous les deux. Il était à mi-chemin, pris sur le fait. Elle cligna des yeux, surprise. « Je suis désolé, » dit Judy rapidement, la voix troublée. « Je ne voulais pas. J'ai chanté trop fort ?» Logan secoua la tête. Ça, c'est vrai. Elle remit une mèche de cheveux derrière son oreille, visiblement nerveuse. L'heure des visites est passée. D'habitude, je ne chante pas aussi tard. Il la regarda un long moment, puis dit doucement. N'arrête pas, elle pencha la tête, confuse. N'arrête pas de chanter, dit-il. Ta voix. Ça le ramène. Le regard de Judy s'adoucit, sa nervosité se calmant un peu. Je ne suis pas sûr. Qu'il m'entende. Il le fait, répondit Logan. Je pense qu'il en fait peut-être plus qu'on ne le pense. Il y eut un silence. Je t'ai déjà vu ici, ajouta-t-elle prudemment. La plupart des soirs, juste devant la porte. Logan esquissa un demi-sourire. Ouais, c'est moi, le type qui rôde et qui ne dit rien. Elle rit entre ses dents. Je suis Logan, au fait. Je sais, dit-elle, avec un air d'excuse immédiat. Je veux dire, elle parle, les infirmières. Bien sûr qu'elles le font, dit-il, amusé. Et toi, Judy, acquiesça-t-il. Ravi de te rencontrer officiellement. Ils restèrent là, dans le couloir, un moment de plus que prévu. Le bourdonnement des machines au bout du couloir emplit le silence. Tu chantais professionnellement, n'est-ce pas, demanda soudain Logan. Judy cligna des yeux, surprise. Comment as-tu deviné? Ta voix, dit-il simplement. Elle hésita. Moi, si, il y a quelques années. Bar, club, petite scène.
Pourquoi t'es-tu arrêté? Elle regarda la vie, la trahison, les factures, le quotidien. Il ne la pressa pas. Il jeta plutôt un coup d'œil vers la porte de son père. Il jouait du violon, dit Logan d'un ton professionnel. Il voyageait beaucoup. Je ne comprenais pas ça quand j'étais enfant. Je pensais qu'il s'intéressait plus à la musique qu'à moi. Judy ne dit rien, le laissant parler. Après la mort de ma mère, poursuivit-il. On n'a jamais beaucoup parlé. J'ai construit une vie sans lui. C'était plus facile comme ça. Elle hocha lentement la tête. Mais tu es là maintenant. Je ne l'étais pas. Pas avant que tu chantes. Judy retint son souffle. Il y avait quelque chose de désarmant dans son honnêteté. Douce, sans honte ni performance. Je veux essayer quelque chose, dit Logan. Quelque chose de fou. Judy haussa un sourcil. Je t'écoute. Je veux que tu m'apprennes une chanson, une vieille chanson. Une de celles que tu lui chantes. Je veux chanter pour mon père, rien qu'une fois. Elle le regarda, interloquée. Tu veux que je t'apprenne à chanter? Pourquoi pas, demanda-t-il avec un sourire. Tu as déjà éveillé quelque chose en lui. Peut-être que s'il l'entend de ma bouche, il s'en souviendra. Judy le regarda un long moment, puis sourit lentement. D'accord, mais je vous préviens. Je suis coriace. Je pense pouvoir gérer ça. Ils restèrent là, souriant, comme deux personnes qui se tournaient autour sans le savoir depuis bien trop longtemps, pour finalement se rencontrer au milieu. Ce soir-là, ils s'assirent dans la petite salle du personnel, Judy fredonnant à nouveau les premières mesures de son sourire, décomposant les paroles. Logan suivit maladroitement, faux d'abord, puis mieux. À chaque note, un non-dit commençait à se réparer. Et pour la première fois depuis des années, Logan Raymond n'avait pas l'impression de simplement rendre visite à son père. Il avait l'impression de revenir à lui, une note à la fois. Judy ne s'attendait pas à ce que les cours de chant deviennent un rituel. Pourtant, chaque mardi et jeudi soir, après la fin de son service, Logan arrivait, parfois un peu en avance, toujours un peu nerveux, et il se retrouvait dans la salle commune de l'établissement, où les murs étaient tapissés de livres poussiéreux et où le piano dans un coin n'avait pas été accordé depuis des années. Ils s'assirent côte à côte sur le canapé usé, elle fredonnant quelques mesures, lui il les répétait, souvent faux, parfois désespérément hors du rythme. Mais il essayait. Mon Dieu, il essayait. Et Judy, à sa propre surprise, en savourait chaque minute. Leur première chanson fut Smile. Puis vint Moon River, What a Wonderful World et Unforgettable. Logan tâtonnait les paroles, marmonnait des couplets et riait parfois si fort qu'il devait recommencer. Mais sa voix devenait plus forte à chaque tentative. Jamais parfaite, mais honnête et profondément humaine. Judy le coachait avec chaleur, lui tapotant le bras de temps en temps pour ajuster sa respiration. Inclinant son menton de deux doigts pour qu'il cesse de s'affaisser. Tu chantes avec ta poitrine, pas avec ta gorge, disait-elle, faisant une démonstration avec aisance. Tu donnes l'impression que c'est trop facile, répondait-il en la regardant avec une sorte d'admiration. Entre l'harmonie et le rire, quelque chose de plus profond commença à se former. Quelque chose de doux, de calme, comme une chanson qu'aucun d'eux n'avait encore chantée, mais qu'ils connaissaient tous deux instinctivement. Logan commença à apporter son dîner, fait maison. Un soir, une soupe au poulet, le lendemain, des lasagnes, et une fois, une tentative de son plat préféré, le risotto à la courge buternue. Comment as-tu su que j'adorais ça, demanda-t-elle, les yeux écarquillés. Tu m'en as parlé au distributeur il y a 3 semaines, clignatait-elle des yeux. Tu t'en souviens? Je me souviens de tout ce que tu as dit, répondit-il sans hésiter. Judy sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Quelque chose de chaud et de dangereux. Entre les séances, Logan commença à l'aider pour de petites tâches, à sortir de l'oursac à linge, à changer les fontaines à eau, et même à frotter une tache tenace sur le sol devant l'aile qui lui était assignée. Chaque geste était calme, pratique et profondément réfléchi. Elle le taquinait. Tu sais que tu es l'héritier d'un empire, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin de passer la serpillière, dit-il en haussant les épaules. Peut-être que je veux gagner ma vie pour quelque chose de mieux. Un soir, après une répétition particulièrement longue, Logan arriva avec une grande boîte à la forme étrange. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-elle en haussant un sourcil. Il la posa délicatement et ouvrit le couvercle. À l'intérieur, niché dans du velours, se trouvait un microphone vintage restauré,
argenté, étincelant avec une large grille et un pied incurvé. Judy halta. Je t'ai vu t'arrêter devant un microphone comme celui-ci une fois, dit-il. Quand on est passé devant ce magasin d'antiquités en centre-ville. Tu as touché la vitre. Tu n'as pas dit un mot. Elle passa ses doigts dessus avec révérence. Je ne l'ai mentionné qu'une fois. Il sourit. Ça suffisait. Judy déglutit difficilement, la gorge serrée. Logan, je ne peux pas accepter ça. Tu l'as déjà fait, dit-il doucement. De toute façon, je ne l'ai pas acheté juste pour toi, leva-t-elle les yeux, perplexe. Je l'ai trouvé pour nous, ajouta-t-il. Pour chanter ensemble. Le lendemain après-midi, Judy organisa un petit concert dans la salle commune de l'établissement. Juste un concert informel pour les résidents, une idée qu'elle avait toujours voulu tenter, mais dont elle n'avait jamais eu le courage. Logan insista pour y participer. Ils se tenaient ensemble devant un demi-cercle de fauteuils roulants et de déambulateurs, le nouveau micro perché entre eux. Judy portait une simple robe bleu marine, les cheveux détachés pour une fois. Logan avait une guitare en bandoulière et une feuille de parole pliée dans sa poche arrière. Ils commencèrent par « You are my sunshine ». La foule applaudissait doucement, les sourires s'épanouissant comme le printemps après un long hiver. La voix de Judy s'éleva, mais c'est l'harmonie constante de Logan, brute, imparfaite, mais sincère, qui capta l'instant. Ils entonnèrent « Can't help falling in love », puis, sur demande, recommencèrent à sourire. Lorsque la dernière note s'éteignit, les applaudissements furent doux, mais chargés d'émotion. Certains patients plus âgés essuyèrent leurs larmes. Une femme se pencha vers sa voisine et murmura « Ce garçon est amoureux d'elle ». Judy se tourna vers Logan, les joues rouges. Il la regarda avec un regard qu'il n'avait jamais montré à personne, pas même à son père. « Tu sais, dit-il d'une voix suffisamment basse pour qu'elle seule l'entende. Ta voix n'a pas seulement atteint mon père. Elle soutint son regard, le souffle coupé. Elle m'a touché aussi, poursuivit-il. C'est guérir quelque chose dont j'ignorais l'existence. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin. Elle lui prit simplement la main. Et dans cet instant de silence sacré, sous la douce lueur des néons, dans une pièce remplie de personnes oubliées et de vieilles chansons, quelque chose de nouveau commença. Pas une performance, pas une romance écrite en grands gestes, mais une connexion si réelle, si méritée qu'elle résonnait plus fort que n'importe quel applaudissement. La nouvelle arriva soudainement, comme un coup frappé à la porte auquel on ne voulait jamais répondre. Logan s'était vu offrir un poste de direction à long terme à l'étranger, en Suisse, à la tête d'une fusion ambitieuse qui exigerait au moins 3 ans de sa vie, peut-être plus. C'était le genre d'opportunité pour laquelle on bâtit une carrière, le genre d'offre que personne dans son monde ne refuserait jamais. Mais Judy n'appartenait pas à ce monde. Lorsqu'il le lui annonça, elle sourit doucement, essayant de paraître fière. C'est incroyable, Logan. Tu le mérites. Il scruta son visage à la recherche de quelque chose. De la déception, de la tristesse, voire de la colère. Mais elle ne lui en accorda aucune. Seulement de la grâce. Je n'ai pas. Elle avait déjà dit oui, proposa-t-il. Elle baissa les yeux, pliant une serviette dans ses mains, vers le petit café où il se retrouvait toujours après son service. Tu devrais, dit-elle. C'est ton rêve. Il hésita. Et nous? Judy lui adressa un sourire doux et amer. On nous a toujours fait attendre, non? Il avait envie de discuter, de dire non. Ce fut plus qu'un bref instant. Mais sa voix était si calme, si assurée qu'elle le fit taire. Le lendemain, Logan fit ses bagages. Il laissa la plupart de ses affaires au garde-meuble, ne prit que l'essentiel et se fixa un dernier rendez-vous. Une dernière visite à l'établissement de soins avant son vol. Il arriva tard dans la soirée. Les couloirs étaient silencieux, faiblement éclairés, les infirmières circulant doucement entre les chambres. Il ne demanda pas Judy. Il ne voulait pas qu'elle le voie ainsi, déchiré, endolori, incertain de tout sauf du son de sa voix qui résonnait dans son esprit. Il entra dans la chambre 208. Son père était étendu comme toujours, immobile. Immobile, les yeux clos. Les moniteurs bipaient sans interruption à côté de lui, leur rythme étant le seul bruit dans la pièce. Logan rapprocha une chaise et s'assit. Il fouilla dans son manteau et en sortit une feuille de parole pliée, celle sur laquelle Judy avait griffonné des notes pendant leur cours.
Celle qu'elle avait dite un jour, tu y parviendras parfaitement un jour. Pas avec ton ton, mais avec ton cœur. Il prit une grande inspiration et commença. Souriez même si votre cœur vous fait mal. Sa voix se brisa sur la deuxième ligne, mais il continua. Souriez même si elle se brise. La pièce semblait différente maintenant, lourde, pleine de souvenirs trop anciens pour être nommés. Il chanta lentement, prudemment, mettant tout ce qu'il avait dans les mots, non pas parce qu'il attendait une réponse, mais parce que c'était la seule chose qu'il pouvait donner. En atteignant la dernière note, sa gorge se serra. Tu découvriras que la vie vaut encore la peine si tu souris. Il baissa la tête, les yeux piquants, les lèvres tremblantes. Je ne sais pas si tu m'entends, murmura-t-il. Mais j'espère que ça a du sens. Je suis désolé d'avoir mis autant de temps. Son père ne bougea pas. Pas un tressaillement, pas un battement. Logan resta assis un moment de plus, puis se releva, effleurant le bord du lit de la main. Au revoir, papa. Il se retourna et se dirigea lentement vers la porte, les épaules lourdes de ce qu'il n'avait jamais pu dire. Et juste au moment où il s'engageait dans le couloir derrière lui, dans la chambre silencieuse, les yeux d'Henri Raymond s'ouvrirent. Ils clignèrent lentement vers le plafond, ses lèvres remuant, sèches et fragiles. Logan, mais le couloir était déjà vide, et le fils qu'il avait attendu si longtemps pour appeler avait disparu. Le lendemain matin, tout changea. L'infirmière de nuit fut la première à le remarquer. En entrant dans la chambre 208 pour vérifier ses constantes, elle faillit laisser tomber son bloc-notes. Les yeux d'Henri Raymond étaient ouverts, écarquillés, attentifs, suivant chacun de ses mouvements. Elle appela le médecin traitant qui accourut avec une équipe. Tension artérielle, réactivité pupillaire, fonction motrice, tout semblait revenir. Pas de pleine conscience, pas encore, mais une conscience. Une lueur vacilla dans ce qui avait été une pièce fermée à clé. Et puis, clair comme le jour, il murmura un mot. Logan. Judy avait déjà traversé le bâtiment lorsqu'elle entendit. Elle courut dans les couloirs, toujours en blouse, les larmes aux yeux avant même d'atteindre la chambre. Elle fit irruption juste à temps pour voir le regard d'Henri se poser sur elle. Il s'adoucit. Elle tomba à genoux près du lit, lui serrant la main. Tu es de retour, souffla-t-elle, la voix tremblante. Tu es vraiment de retour. Il ne dit rien, mais un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. Une réponse, un miracle. Elle pleura alors doucement, à plein poumon, la main pressée contre sa bouche pour ne pas sangloter. Plus tard dans la matinée, elle sortit dans le couloir, prit une inspiration et appela Logan. Il répondit à la deuxième sonnerie. Judy, sa voix tremblait. Logan, ton père. Il a dit ton nom. Le silence régna au bout de la ligne. Je ne comprends pas, murmura-t-il finalement. Il est réveillé, dit-elle, y croyant à peine elle-même. Il est là. Il t'a demandé. Logan n'attendit pas plus. À la tombée de la nuit, il était de retour. Il annula les réunions, laissa le contrat non signé, informa le conseil d'administration d'une urgence familiale et quitta un contrat de plusieurs millions de dollars sans sourciller. Judy le retrouva dans le hall. Il avait changé, le visage tiré par le vol de nuit, les yeux embués d'espoir et de peur. Elle s'avança, ne sachant que dire, mais il la serra dans ses bras avant qu'elle puisse parler, la serrant comme quelqu'un qui s'ancre à la seule vérité qui compte. Où est-il ? Demanda-t-il. Elle le conduisit à la chambre 208. Henri était assis légèrement droit, calé sur des oreillers. Il tourna lentement la tête lorsque Logan entra. Leurs regards se croisèrent. Logan se figea. Aucun des deux ne parla un instant. Il n'y eut pas de discours répété, pas de grands gestes, juste un long silence tremblant, puis Henri leva une main tremblante. Logan traversa la pièce en trois enjambées et la prit. Il s'assit au bord du lit, serrant les doigts de son père comme une bouée de sauvetage. « Je suis là, papa, » murmura-t-il. « Je suis là. » Henri cligna lentement des yeux, sa voix n'étant plus qu'un souffle. « Tu as chanté ?» Logan hocha la tête, les yeux brillants. « Moi, oui. C'est elle qui m'a appris. » Le regard de son père se posa sur Judy, qui se tenait dans un coin, silencieuse et en larmes. « Merci, » dit Henri d'une voix rauque. Judy sourit à travers ses larmes. Plus tard, après que les médecins eurent évacué la pièce, Logan trouva Judy assise dans la cour-jardin derrière le bâtiment, les mains jointes sur ses genoux. Il s'assit à côté d'elle,
lui prit les doigts et les serra fort. « Tu ne l'as pas seulement ramené à la vie, dit-il doucement. Tu m'as ramené à la vie aussi. » Elle se tourna vers lui, les yeux brillants dans la faible lumière du jardin. « Tu as ramené mon père à la maison, et tu as ramené mon cœur avec lui. » Judy appuya la tête sur son épaule. Et dans le silence de cet instant, entourés de fleurs épanouies et du doux bourdonnement de la vie qui reprenait, ils restèrent simplement assis. Deux cœurs autrefois séparés, désormais réunis. Un an plus tard, la musique résonnait dans les couloirs de l'établissement, non pas grâce à une radio ou des enceintes, mais au cœur de la chambre 208. Henri Raymond, qu'on croyait perdu dans le silence, était maintenant assis dans la cour par une fraîche matinée de printemps. Un violon se balançait doucement sous son menton, ses doigts tremblaient, non pas de peur ou de faiblesse, mais de l'émotion intense de tenir à nouveau son instrument. Judy était assise à côté de lui, un pupitre devant elle. Les partitions flottaient au vent. Logan se tenait non loin de là, accordant une vieille guitare acoustique avec une concentration silencieuse. L'année écoulée les avait tous trois transformés. La guérison d'Henri avait été lente mais régulière. La kinésithérapie, la pratique quotidienne et le miracle discret du contact humain l'avaient ramené. Assez pour jouer à nouveau, assez pour sourire, assez pour dire « je t'aime » au fils qu'il avait autrefois repoussé. Logan avait abandonné son poste à l'étranger, préférant travailler à distance, consultant sur des projets qui lui permettaient de rester proche. Il portait toujours des costumes, répondait toujours aux appels. Mais ses journées n'appartenaient plus aux salles de réunion. Elles appartenaient à son père, à Judy, à quelque chose de concret. Et Judy s'était remise à chanter. Non pas dans des salons enfumés ou des bars bruyants, mais dans des salles comme celle-ci, pour ceux qui avaient besoin de musique. Non pas comme bruit de fond, mais comme une bombe. Elle commença à enseigner la musicothérapie à temps partiel, fredonnant des berceuses aux patients atteints de démence et redécouvrant l'âme qu'elle craignait d'avoir perdue. Ensemble, ils organisèrent un petit concert, en remerciement à l'établissement, aux infirmières et aux résidents qui avaient vu cette famille improbable se former. La salle commune était décorée de fleurs en papier, de pancartes dessinées à la main et d'une banderole sur laquelle on pouvait lire « Un après-midi de musique et de miracles ». Les résidents entrèrent en fauteuil roulant. Le personnel prit place, et un doux silence s'abattit sur la salle lorsqu'Henri monta sur la scène improvisée, son violon délicatement calé dans ses mains. Logan suivit avec sa guitare. Judy se tenait au micro, vêtue d'une simple robe blanche, les cheveux détachés en boucles lâches. Ils ouvrirent la soirée avec un sourire. La chanson qui avait tout déclenché. L'archet d'Henri bougeait avec grâce, plus lentement qu'à son apogée, mais riche d'émotion. La voix de Judy s'éleva, plus forte maintenant, aguerrie par le temps et la guérison. Le jeu de Logan les maintenait ancrés, stables, un battement de cœur discret sous la mélodie. Lorsqu'ils eurent terminé, la salle éclata en applaudissements. Certains résidents applaudirent lentement, d'autres s'essuyèrent les yeux. Quelques-uns murmurèrent « C'était magnifique » à plusieurs reprises. Mais le spectacle n'était pas terminé. Judy salua légèrement, puis se tourna pour s'éloigner du micro. Logan l'arrêta doucement. « Reste » murmura-t-il. Il posa sa guitare et sortit quelque chose de la poche de sa veste, une petite boîte en velours. La foule se tut, le souffle coupé. Judy se figea, les yeux écarquillés. Il s'agenouilla. « Je ne savais pas vraiment ce qu'était l'amour, » dit-il d'une voix légèrement tremblante, mais assurée. « Jusqu'à ce que je l'entende dans ta voix. Dans ta façon de chanter pour mon père. Dans ta façon de le ramener à la vie. » Il ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une simple bague en or sertie d'un saphir. « Tu ne portes pas d'armure, » poursuivit-il. « Tu portes la lumière et, d'une certaine manière, tu as illuminé les recoins les plus sombres de ma vie. » Des larmes coulèrent sur les joues de Judy tandis qu'elle portait la main à sa bouche. « Je n'ai besoin ni d'une scène, ni d'un projecteur, ni d'un plan parfait. J'ai juste besoin de toi. » Il leva les yeux emplis d'une pensée sacrée. « Veux-tu m'épouser ?» La salle s'ouvrit en halètements et acclamations silencieuses. Judy rit à travers ses larmes, hochant la tête. « Oui, bien sûr. Oui. » Logan glissa la bague à son doigt, se leva et l'enlaça doucement. De sa chaise, à proximité, Henri se releva, non sans difficulté, mais avec détermination. Une infirmière se leva pour l'aider, mais il lui fit signe de partir. Pas à pas, il traversa la pièce pour les rejoindre. Il tendit la main,
prit celle de Judy dans l'une des siennes, celle de Logan dans l'autre, puis, doucement, il se mit à pleurer. Les applaudissements qui suivirent furent tonitruants, non pas à cause de la performance ni même de la demande en mariage, mais parce que chaque âme présente comprenait ce qui venait de se passer. La guérison, l'amour, un foyer. Logan se retourna vers le micro, s'éclaircit la gorge et dit, « Si vous voulez bien m'accorder une minute de plus. » Le silence retomba dans la salle. Elle ne savait pas, commença-t-il, que lorsqu'elle chantait pour mon père, elle ne chantait pas seulement pour lui. Elle écrivait une nouvelle chanson, une pour moi, une chanson dont j'ignorais même avoir besoin. Il jeta un coup d'œil à Judy, la voix chargée d'émotion. Elle m'a rendu mon père. Et ce faisant, elle m'a rendu moi-même. Il marqua une pause, puis sourit. Je pensais que je n'étais pas fait pour l'amour, que le foyer était quelque chose qu'on gagnait, qu'on achetait ou qu'on simulait. Mais maintenant, je sais que c'est quelque chose qu'on trouve. Il a de nouveau atteint Judy et j'ai trouvé le mien en elle. La pièce se tenait à pied. Dans la foule, un résident a essuyé les yeux et a chuchoté, c'est le genre d'amour que vous n'obtiez pas dans les films. Mais peut-être, juste peut-être, c'était le genre que vous avez obtenu dans la vraie vie. Et pour Judy Logan et Henry Raymond, ce n'était que le début de la plus grande chanson qu'ils écriraient ensemble. Si cette histoire a touché votre cœur, nous espérons que vous emporterez sa mélodie avec vous. Tout comme Logan portait la voix de Judy dans les coins calmes de sa vie. Chez Soul Maniming Stories, nous croyons au pouvoir tranquille de l'amour, de la guérison et des secondes chances. Des histoires comme celle-ci nous rappellent que parfois les plus petits actes, une chanson, une touche, un nom chuchoté peuvent tout changer. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de frapper l'icône de la cloche afin que vous ne manquiez jamais une histoire qui pourrait remuer votre âme et réchauffer votre cœur. Merci d'être ici. Et rappelez-vous, la maison n'est pas un endroit. C'est quelqu'un qui vous chante votre nom lorsque vous avez oublié les mots.